d'un sujet très important. L'idée m'a pervenu pourquoi? Parce que réellement, on va faire l'extraction plasmitique l'après-midi, workshop. Alors, pourquoi pas parler de plasmide, parler de l'intérêt de plasmide pour les bactéries, de l'importance de ces plasmides pour les bactéries. Alors, si on essaye de voir ces plasmides au niveau des cours, au niveau enseignement, surtout on parle d'application de plasmides en expérience par l'homme, des applications dans différents domaines, médical, agricole, biotechnologie, etc. Mais l'intérêt de plasmide pour la bactérie, réellement, ça reste toujours à quelque chose à creuser dedans. Alors, oh. Alors, en fait, Pour installer le truc, c'est pas grave. Nawel va. Alors, en fait, le plasmide, lorsqu'on est des cours en microbiologie, différents stades, on dit que le plasmide, c'est une structure facultative. Okay, il y a des structures qui sont obligatoires, mais le plasmide, il est toujours considéré comme une structure facultative pour la bactérie. Lorsque je dis toujours une structure facultative, alors, c'est vraiment une structure très importante. Facultative, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas un rôle important, mais parce qu'il y a des bactéries qui possèdent des plasmides et d'autres non. Donc, on ne peut pas se baser sur le plasmide pour classer les bactéries, parce que c'est une structure secondaire, facultative, qui n'est pas présente chez toutes les bactéries. Mais le plasmide, en chauffe-eau, il est très important, il est doué vraiment de fonctionnalités, de rôle très, très intéressant. Merci beaucoup. C'est bon, Yemchi. C'est bon. C'est bon. Alors, en fait, le terme de plasmide a été introduit par M. Lederberg en 1952. Déjà, Lederberg, ça me rappelle un peu le phénomène de la conjugaison, parce que c'est lui qui a mis le phénomène de la conjugaison. Et là, il a mis la structure qu'il a appelée le plasmide. Le plasmide, comme vous voyez ici, c'est une structure qui est circulaire, okay, double bras, de petite taille par rapport au chromosome. Il peut se trouver en une seule copie ou bien plusieurs copies. Alors, c'est une forme extra-chromosomique, ok? Donc, elle n'est pas intégrée dans le chromosome. S'il est intégré dans le chromosome, ça s'appelle la forme épisomale. Et là, on voit bien que ce sont des petites tailles, mais on peut trouver des mégaplasmides qui peuvent même dépasser les 1000 kilobases. On peut trouver des petites tailles, mais aussi des grandes tailles, et on appelle ça les mégaplasmides. Ces plasmides se trouvent essentiellement chez les bactéries, mais on les trouve aussi chez les archées, c'est les bactéries extrémophiles, et aussi quelques eucaryotes, spécifiquement les champignons ou bien les algues. La structure de plasmide qui est typique, en fait, il contient des gènes. La première partie de gènes, ce sont des gènes qui sont nécessaires pour la réplication. Donc, le chromosome, c'est un ADN qui est doué d'une auto-réplication indépendante du chromosome bactérien. Mais il y a d'autres gènes, c'est ce qu'on appelle les gènes de propagation et de dissémination de plasmides, qui facilitent en fait la dissémination, essentiellement représentée par les gènes TRA et les gènes qui se trouvent au niveau de l'opéron MAP et TRA. Il y a aussi des gènes qui assurent la stabilité, parce que c'est très important, la stabilité et la transmission de la bactérie d'une cellule mère aux cellules filles. Elle est assurée essentiellement par les gènes PAR et MRS. Et à part ça, on trouve d'autres gènes qu'on appelle des gènes accessoires. Et ces gènes, en fait, ils diffèrent. Ils diffèrent d'une espèce à une autre, ils diffèrent d'une niche une niche environnementale à une autre. Et ces gènes peuvent être des gènes de résistance aux antibiotiques, des gènes de résistance aux métaux lourds, aux UV, des gènes d'adaptation, des gènes de synthèse de toxines, de facteurs de virulence. On va le voir en détail. Mais tous ces gènes sont appelés des gènes d'adaptation. Ces gènes d'adaptation sont des gènes accessoires qui, en fait, vont donner à la bactérie un avantage de sélectif, un avantage d'adaptation à une niche environnementale et de s'adapter et de supporter les fluctuations d'un environnement ou bien les fluctuations de n'importe quel stress.
Il ne faut pas oublier aussi que certains plasmides sont cryptiques. Et là, ils codent pour aucun gène. Ils sont là, OK? Parfois, ils sont conjugatifs si ils portent des gènes TRA, l'opéron TRA, mais parfois, ils ne sont pas conjugatifs. C'est donc, ils ne causent pas de dommages pour les cellules, donc généralement, ils sont bénéfiques. La taille, elle commence à partir, elle peut varier de 1 kilobase jusqu'à mégabase. Et elle se trouve chez tous les bactéries, les archéas et les eucaryotes. Le nombre de plasmides, il est très important, la notion de nombre, parce qu'elle varie d'une cellule à une autre. On peut trouver une à plusieurs copies par cellule bactérienne. Récemment, on a détecté aussi des plasmides linéaires. Ces plasmides linéaires, on peut les trouver chez certaines bactéries de la famille des actinomycètes et aussi chez certains mycobactéries. Donc, normalement, on est habitué à des plasmides linéaires, mais récemment, on a détecté aussi des plasmides, plasmides circulaires, mais on a trouvé des plasmides linéaires. La même chose pour le chromosome. Le chromosome de la bactérie est circulaire, mais il y a une actualité qui a montré en évidence qu'il y a aussi des chromosomes linéaires. Ça reste toujours un point d'interrogation. Alors, les plasmides, donc, ils sont doués d'un système de réplication autonome et ils peuvent même contrôler leur nombre, le nombre de copies et surtout assurer un héritage stable à la descendance. Là, c'est un article récent qui a en fait classé les bactéries en deux classes, en deux groupes, ce qu'on appelle low copy number plasmid and high copy number plasmid. On a trouvé qu'il y a des bactéries qui possèdent un faible nombre de plasmides et d'autres non. Pour les bactéries qui ont un faible nombre de plasmides, ils sont caractérisés essentiellement par des plasmides qui sont larges, de grande taille. Okay? Et ces plasmides sont, la majorité des cas, conjugatifs. Alors que les bactéries qui ont un nombre élevé de plasmides sont des bactéries dont les plasmides sont très, très, très petits et ces plasmides ne sont pas conjugatifs, mais peuvent être mobilisables par la présence d'autres plasmides helpers. C'est-à-dire, il y a d'autres plasmides qui peuvent coder pour l'opéron TRA et faciliter la transmission ou bien la conjugaison de ces plasmides qui ont high copy number of plasmids. Donc là, la notion de copie chez des plasmides, elle est très intéressante, elle est très réellement, il faut approfondir cette idée parce que réellement, on a trouvé que le copy number of plasmides, il est optimisé selon l'environnement. C'est-à-dire, on peut dire que c'est un trait d'évolution. C'est-à-dire, la bactérie, pour s'adapter, soit elle augmente le nombre de copies, soit elle diminue le nombre de copies. Donc, réellement, on a trouvé que le nombre de copies, il dépend des fluctuations de l'environnement. Donc, la bactérie est très intelligente. Elle essaie même de s'adapter à ces fluctuations ou bien ces facteurs de stress en augmentant ou bien en diminuant le nombre de copies qu'elle a. Une deuxième classification très connue de plasmides, normalement, comme vous connaissez cette classification, c'est en fait des plasmides conjugatifs et des plasmides non conjugatifs. Lorsqu'on dit plasmide, on parle directement de conjugaison. La conjugaison, en fait, c'est le contact direct physique entre deux cellules donatrices et réceptrices, comme ce cas-là. Donc, la bactérie donatrice, elle va émettre son matériel génétique représenté essentiellement par le plasmide vers une cellule réceptrice. OK? Donc, en fait, ce plasmide-là, il va être, il va assurer la dissémination et on va avoir une deuxième copie chez la bactérie réceptrice. Alors, il y a d'autres plasmides qui sont non conjugatifs et ces plasmides ne possèdent pas les gènes accessoires de transfert, donc ils ne peuvent pas être transférés, mais parfois leur transfert il est facilité par d'autres plasmides qui sont présents chez les bactéries. Donc, la conjugaison, c'est un phénomène très important qui est assuré par les pili sexuels. Ces pili sexuels, ils sont codés par des gènes TRA qui se trouvent au niveau du plasmide, ou bien ce qu'on appelle le facteur F de fertilité, qu'on va parler après dans une autre classification de fonction. Et là, déjà, pour étudier les plasmides, on peut faire une migration des plasmides, une hybridation, un typage, on dit, de plasmides qu'on va parler après. Alors, une autre classification de plasmides, ces classifications, sont les groupes d'incompatibilité. Les groupes d'incompatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, les groupes d'incompatibilité? Lorsqu'on dit groupe d'incompatibilité, on dit directement kératonie.
Bartoli, c'est la chercheure qui a travaillé sur les groupes d'incompatibilité Furan-Pitalia. C'est la référence. Yani, c'est une référence. OK? C'est une référence qui a trouvé que les plasmides peuvent être classés selon le type de replicant. Un replicant, pourquoi c'est un replicant? Parce que le plasmide, il est capable de se répliquer d'une manière autonome. Donc, en faisant des PCR spécifiques, on est capable de différencier 30 groupes INC, c'est-à-dire groupes d'incompatibilité, OK, comme le fil IA, groupe N, LM, il y a les groupes X, W, Y, P, etc. OK, donc on a différents groupes d'incompatibilité, comme vous voyez ici, différents plasmides qui possèdent différents groupes. La chose la plus importante ici, c'est qu'à noter, deux plasmides qui ont le même groupe d'incompatibilité ne peuvent pas coexister dans la même cellule. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, s'ils sont soumis au même système de régulation, ils ont le même contrôle de régulation ou bien le même répliquant, ils ne peuvent pas coexister ensemble. Si deux plasmides existent ensemble dans une bactérie, ils doivent être obligatoirement de différents systèmes d'incompatibilité. Ils ont différents systèmes de réplication. Alors, si on aille sur Plasmid Database, donc c'est une database où il y a toutes les données, tous les plasmides, les groupes de plasmides d'incompatibilité qui sont publiés dans cette database. Il y a une autre database qu'on appelle le plasmid MLST. Cette plasmid MLST, en fait, le schéma après, regardez là, c'est le database. On a 1993 souches qui sont déposées et on a jusqu'à maintenant 811 séquences plasmidiques qui sont déposées dans cette database. Quelle est la différence entre la MLST en fait, et les groupes d'incompatibilité au PlasFund? En fait, la MLST, c'est une classification qui permet de comparer nos plasmides à des souches, à des plasmides internationales. C'est-à-dire, on va faire des amplifications et on va attribuer chaque plasmide à une séquence type. OK? Séquence type bien déterminée. Et ce séquence type, lorsque je dis on a le séquence type 11, et en Europe, j'ai le séquence type 11, je dis que c'est le même plasmide qui a circulé d'un continent à un autre. Il me permet de comparer les plasmides et voir la dissémination d'une origine à une autre, d'un continent à un autre, d'un écosystème à un autre. C'est très important parce que je ne peux pas, avec d'autres techniques classiques, faire cette comparaison internationale. Donc, elle permet la description épidémiologique de la circulation des plasmides chez les réservoirs animaux et humains, mais aussi dans les différents écosystèmes. Là, c'est un article aussi de 2023 qui a montré que les traits ou bien les gènes qui sont codés, lorsque j'ai dit traits, c'est tout caractéristiques phénotypiques, génétiques, microscopiques des plasmides qui peuvent varier d'un environnement à un autre. Là, vous voyez par exemple le plasmide, la taille de plasmide, il varie d'un environnement à un autre. Là, animal, water, plant, soil, marine, freshwater. Par exemple, ici, la taille, elle augmente chez les eaux douces. On trouve plus grand aussi dans les mers. Donc, la taille varie d'un environnement à un autre. Il y a aussi les gènes qui varient. La taille du plasmide, les plasmides mobilisables, le pourcentage des plasmides mobilisables aussi varie. Il y a aussi les gènes, par exemple, CAS ou VIM. Là, on les trouve en grande quantité, par exemple, chez les plantes, et aussi on les trouve chez l'homme. Il y a d'autres gènes qui varient d'un environnement à un autre. Donc, on voit ici qu'il y a une autre diversité des caractères qui sont codés par le plasmide. Et ces caractères-là, peut-être, ça reflète une adaptation du plasmide à chaque environnement, parce que chaque environnement a une caractéristique. Chaque environnement diffère de l'autre. L'homme diffère de l'animal. Wastewater, il y a beaucoup de matière organique, alors que dans les mers et les freshwater, les mers, il y a une salinité, grande salinité, il y a une profondeur, une pression osmotique et une bassesse de température qui les caractérise. Alors que les freshwater, par exemple, la profondeur n'est pas très grande, l'eau n'est pas salée. Donc, il y a plusieurs caractéristiques qui font que ces plasmides laissent les bactéries s'adapter encore plus pour former ce qu'on appelle des communautés microbiennes qui sont reliées.
Là aussi, c'est un autre article en 2023, Why do plasmids manipulate the expression of bacterial phenotypes? La bactérie, elle est très intelligente. En fait, le plasmide, il n'est pas seulement sert pour la conjugaison, pour la transmission de certaines informations nouvelles, mais lui-même, il facilite sa transmission ou bien il inhibe sa transmission. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Le plasmide, il va induire des changements. Et ces changements-là, c'est eux qui vont faciliter ou bien inhiber la conjugaison et la transmission de ces plasmides-là. Je cite un exemple. Par exemple, lorsqu'on parle de transmission, il y a deux types de transmission. Il y a ce qu'on appelle la transmission horizontale, et là, c'est la conjugaison. Il y a la transmission verticale, et là, de la cellule mère aux cellules filles. Je commence par la plus connue, c'est la conjugaison, la transmission horizontale. Par exemple, là, les plasmides codent essentiellement pour facilitent en fait la formation de biofilms. Pourquoi la formation de biofilms? La formation des bulles, c'est-à-dire des bactéries, sont attachées les unes aux autres sur une surface intacte. Et lorsqu'ils sont reliés les unes aux autres, ils vont faciliter l'échange de matériel génétique. Okay, et donc, ça facilite la conjugaison. La même chose, là, on trouve aussi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a reduced mobility, c'est-à-dire elle va diminuer la mobilité pour que la bactérie soit fixe et facilite en fait la conjugaison et le contact direct physique entre les bactéries. Il y a aussi la diminution de la sécrétion anticompétente, c'est-à-dire elle va diminuer aussi la synthèse de bactéries aussi pour ne pas inhiber la présence de la cellule réceptrice. Pour la transmission horizontale, la bactérie, elle va manipuler la virulence. Elle va aussi favoriser la colonisation et l'adhésion à la cellule hôte. Plus elle s'adhère, plus elle permet la transmission. Elle va augmenter la résistance aux antibiotiques parce que la bactérie, lorsqu'elle résiste aux antibiotiques, elle peut persister dans l'environnement et elle peut transférer ses plasmides d'une cellule à une autre, c'est sa cellule fille. Et aussi, elle peut utiliser d'autres sources de carbone qui va permettre à la bactérie de s'installer et de vivre et de survivre, de se multiplier et de transmettre son plasmide de la cellule mère à la cellule fille. Je peux te dire, c'est pourquoi j'ai noté ça. Ils ont considéré les plasmides comme sophisticated genetic paradigm, comme sont des paradis sophistiqués qui sont capables de manipuler les bactéries hôtes. C'est-à-dire, c'est comme le plasmide, c'est comme un parasite, et la bactérie, c'est un hôte, et le plasmide, il va manipuler la bactérie pour son besoin, pour son bénéfice. Alors là aussi, c'est un autre article qui aussi montre qu'il y a aussi des facteurs qui vont aussi augmenter ou bien limiter la persistance de plasmides. Comment les bactéries sont persistées? Parce qu'on sait bien que la bactérie, lorsqu'elle est dans un milieu favorable, elle va se multiplier. Normalement, elle est capable de perdre ce plasmide. Okay? Et même si elle divise, la division n'est pas conforme. C'est-à-dire, il y a une bactérie qui reçoit deux plasmides et d'autres non. L'autre non. La deuxième cellule fille, non. Donc, la répartition de plasmides n'est pas réellement uniforme. C'est pourquoi il y a un risque de perdre ce plasmide et avoir une dilution à travers les générations. C'est pourquoi on a remarqué qu'il y a des facteurs qui vont permettre de limiter la persistance et d'autres paramètres qui vont favoriser plutôt. Par exemple, ici, comment limiter la persistance? Les bactériophages, la prédation par les bactériophages. On a remarqué que les bactériophages, lorsqu'ils se fixent sur les bactéries, ils vont réellement inhiber la formation des piliers sexuels et inhiber ce qu'on appelle la conjugaison. La dilution effect, c'est-à-dire là, les cellules réceptrices sont en nombre faible, ce qui va diminuer le phénomène de conjugaison. Pour le donor prophecy, c'est-à-dire que les cellules donneuses sont des cellules qui ne sont pas douées d'une efficacité de conjugaison. Okay? Ça a un pourcentage d'efficacité pour que les cellules donneuses donnent ou conjuguent efficacement les plasmides. La même chose ici, il y a d'autres facteurs qui plutôt accélèrent ou bien favorisent la résistance des plasmides. Par exemple, le multitrophic predation, c'est-à-dire la bactérie tellement le protiste un prédateur, donc tellement elle s'enfouit de prédateurs, donc ils vont s'accoler les unes des autres et ceci va augmenter la conjugaison. La même chose, la dynamique, il faut que les bactéries donatrices et réceptrices soient un rapport important pour permettre la conjugaison.
Et il y a ce qu'on appelle la faiblesse de plasmide. Il y a des plasmides qui se conjuguent facilement par des cellules donneuses qui sont efficaces et d'autres non. Il n'y a pas ce qu'on appelle, on va parler d'un pourcentage un pourcentage de, comment on dit, pourcentage de fitness. Alors, passons maintenant aux fonctions de ces plasmides. En fait, il y a 5 fonctions. La première fonction, qui est la plus ancienne, qui a été découverte par Lederberg lors de la conjugaison, c'est la présence de facteurs de fertilité F. La deuxième, c'est la plasmide de résistance, qui sont les plus majoritairement rencontrés, les plus importants. Troisièmement, les plasmides COL, c'est-à-dire des plasmides qui vont coder pour les bactériocines, sont appelés COL parce que les premières plasmides qui sont connues codant pour les colicines synthétisées par Escherichia coli. Les gradatifs plasmides sont des plasmides qui ont la capacité de dégrader certaines molécules assez complexes xénobiotiques et donc c'est eux essentiellement les candidats de la biorémédiation aujourd'hui. Et dernièrement, ce sont les plasmides de virulence. Et là, les plasmides de virulence, la bactérie qui possède ces plasmides, c'est une bactérie entre guillemets forte, mais qu'elle met forte entre guillemets, c'est une bactérie qui est capable d'induire une infection, de s'adapter plus et de s'échapper du système immunitaire pour établir une infection. Le plasmide F, je ne pas défie ça parce que réellement, il n'a pas une fonction seule. Sa fonction, c'est donner un sexe mâle à la bactérie et donner un caractère de donneuse à la cellule bactérienne. Elle a tous les caractères, la formation des piliers sexuels, les gènes TRA pour assurer la conjugaison. Deuxième type de plasmides qui sont les plus importants, ce sont les plasmides de résistance aux antibiotiques. Les plasmides de résistance sont des plasmides qui portent beaucoup de gènes de résistance aux plasmides. Et je vais passer par ces schémas. Par exemple, ici, le plasmide, il y a plusieurs éléments génétiques mobiles là. Mais le plasmide reste toujours l'élément génétique mobile le plus grand et le plus important. C'est vrai, parfois, le plasmide n'a rien de gènes, mais ce sont des intégrants qui portent des gènes cassettes qui vont en fait s'intégrer au niveau d'intégrant. L'intégrant, grâce à sa transposase, il va s'intégrer aussi soit dans le chromosome, soit dans le plasmide. Et là, ça devient, voilà, ça met en relief le trait épidémiologique de ce plasmide-là qui va être transféré à la conjugaison. Oui, les gènes qui sont portés par le transposant et par les intégrants qui portent beaucoup de gènes de cassette. Chaque gène cassette correspond à un gène de résistance. Là, c'est un article qui montre bien plusieurs replicants, plusieurs plasmides, différents plasmides, mais ce n'est pas la chose qui m'intéresse. Regardez bien, chaque plasmide, il ne contient pas un seul, 2, 3, 4, 5, 6 gènes de résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire, c'est un réservoir, ensemble de gènes de résistance qui sont portés par le plasmide. Le problème, ce n'est pas le plasmide de résistance, plasmide de résistance, mais c'est un plasmide de multirésistance. Parce qu'il y a tellement de gènes de résistance que la bactérie devient résistante à différentes familles en même temps. Et c'est pas ça aussi, c'est pas ça seulement. C'est-à-dire, par exemple, le gène porte plusieurs gènes de résistance. OK? Par exemple, la résistance à la pénicilline. Mais si on met, par exemple, la résistance à la CTX, à la cifotaxime, si on met dans le milieu le cifotaxime, la bactérie, elle va sélectionner le plasmide. Elle va sélectionner le plasmide et le plasmide, il porte tous les gènes de résistance. C'est-à-dire, c'est-à-dire, donc, on va sélectionner différents gènes par le même inducteur, un seul antibiotique. Pourquoi? Parce que ces gènes-là, ils sont portés par le même support génétique qui est le plasmide. Alors, regardez ici, il y a aussi des plasmides, vous voyez différentes couleurs, ça correspond à différents gènes de résistance. Sorry. Ouais. Et en fait, ces gènes de résistance vont permettre que le plasmide va se transférer d'une manière successful, c'est-à-dire d'une manière réussie à la bactérie. Voilà. Alors, un autre phénomène très important.
Ça, a été décrit récemment, ce qu'on appelle le coût de fitness. Le coût de fitness, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est vrai, on parle toujours de plasmides, on parle toujours de congénésants, mais on n'a jamais pensé que les plasmides sont coûteux. On a le plasmide qui reste une bactérie qui elle reçoit ce plasmide-là. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que cette fitness, il est imposé par le plasmide, mais il y a un problème. C'est qu'en absence de l'inducteur, c'est-à-dire en absence de l'antibiotique, la bactérie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perdre tous les caractères d'adaptation qu'elle a acquis à travers le plasmide. Elle va diminuer sa croissance. Le taux de croissance, il est diminué. Il y a quelques voies métaboliques qui sont ralenties. Donc, on remarque que la bactérie va être désavantagée, qui a le plasmide, hein, elle va être désavantagée par rapport aux autres bactéries en absence de l'inducteur. Là, on n'a jamais pensé ça. Donc, réellement, la bactérie, si elle ne paye pas, si elle n'augmente pas sa fitness, elle va réellement être éliminée par le stress ou bien éliminée par l'environnement par rapport aux autres bactéries. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Parce que ça, c'est impossible. On a remarqué qu'il y a la bactérie, elle va émettre des mutations qu'on appelle compensatoires, compensatory mutation. Et ces mutations, ils vont augmenter la fitness de la bactérie et elle va faciliter la division du plasmide et la division de la bactérie pour s'adapter. Et ceci est expliqué, en fait, regardez ici, par exemple, par ces mutations compensatoires. Et en absence même de l'inducteur, on remarque que les plasmides, s'ils subissent des mutations supplémentaires, ils vont s'adapter à cette situation, même en absence d'inducteur. Et ceci explique en fait la formation de clones épidémiques. Allez, à la les madame des clones, c'est-à-dire on trouve la même bactérie qui se dissémine partout dans le monde. Okay. Donc, comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça par l'apparition de clones, de plasmides qui ont muté et qui ont changé leur caractère pour former ce qu'on appelle des clones épidémiques qui circulent rapidement d'un environnement à un autre, de l'homme à l'animal, de l'hôpital à la communauté, etc. Donc, ils s'adaptent. Là, par exemple, c'est un gène, le SHV, c'est un gène qui code pour la résistance au bêta-lactamine. Regardez l'évolution de ce gène-là. Le gène, d'abord, il est chromosomique. Et la résistance, elle est de bas niveau. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un plasmide. Et ce plasmide, il y a la transfusion de ce gène sur ce plasmide-là. Et là, c'est la résistance de haut niveau aux deux familles, céphalosporine première, deuxième génération. Mais regardez par les mutations compensatoires, il y a des mutations qui ont touché le gène, et le gène s'appelle le CHV2. Et là, la résistance, ça donne une bêta-lactamase à spectre étendu, et la résistance est aussi bien en céphalosporine première, deuxième, troisième génération et aussi à la tréoname. Donc, ça augmente la résistance, ça augmente la dissémination de ces. Alors, pour les plasmides de virulence, on a différents gènes. Ces différents gènes peuvent coder pour l'invasion, pour l'adhésion, pour la communisation intracellulaire, pour la survie sous des conditions difficiles, l'échappement au système immunitaire qui est très important. Donc, la virulence contient plusieurs gènes qui permettent à la bactérie de s'échapper au système immunitaire, d'envahir la cellule hôte efficacement, et même parfois, elle détruit la cellule hôte pour pouvoir se multiplier. Différents plasmides de virulence qui sont notés dans la bibliographie. Et il y a aussi le protoplasmide, c'est-à-dire les plasmides qui codent pour les bactériocines. Les bactériocines, comme les antibiotiques, sont synthétisés par les prokaryotes et bactéries, mais pour tuer d'autres bactéries. OK? Mais ce n'est pas des antibiotiques. La synthèse elle est une synthèse ribosomale. Elle n'est pas comme celle des antibiotiques. Et c'est très important, ces plasmides-là. Les bactéries qui possèdent ces plasmides-là, premièrement, sont des bactéries qui possèdent une adaptation meilleure et une compétition meilleure à l'intérieur de la même niche écologique. Donc, dans une même niche écologique, elle tue les autres bactéries pour qu'elles profitent des substrats nutritifs où elles dominent. Et ça, c'est un avantage qui donne ce plasmide de bactériocine. Autrement, ces bactériocines, par exemple, pour les bactéries lactiques, ils nous donnent beaucoup d'avantages pour la préservation des produits alimentaires. C'est le cas de la lysine qui est synthétisée par les bactéries lactiques et qui est utilisée aujourd'hui pour augmenter la conservation des produits alimentaires. Les plasmides dégradatifs. Les plasmides dégradatifs parce qu'on parle toujours de l'environnement, on parle toujours de la biorémédiation. Et là, la biorémédiation, c'est quelque chose de très important parce que ces plasmides-là sont capables de dégrader les polluants qui sont assez difficiles à dégrader.
Pourquoi utiliser des méthodes physico-chimiques alors qu'on peut utiliser des gènes qui sont portés par ces plasmides-là et qui peuvent dégrader les molécules et assurer un environnement sain sans l'ajout de polluants chimiques. Donc, on peut avoir, même pour les métaux, la dégradation des métaux. Alors, la plante, je termine par la plante vraiment, j'ai attendu quelqu'un de végétal ici, donc j'ai préparé ce diapo-là. Donc, en fait, les plasmides donnent beaucoup de choses à la plante. Beaucoup de choses. En fait, pour la phylosphère, pour la rhizosphère, pour aussi l'endosphère, c'est très bénéfique pour la plante, mais aussi ça peut être pathogène. Alors, je ne peux pas citer tout parce que le temps me limite, mais regardez deux exemples. Par exemple, là, Agrobacterium tumefaciens, et là, un plasmide qu'on appelle le plasmide TI. C'est un plasmide qui induit les tumeurs. Oui, c'est le grand gars chez les plantes. Ok, c'est une maladie de tumeur, ok, de nodosité tumorale chez la plante, et la plante, elle va mourir normalement en injectant ce plasmide. Mais on a profité dans la biotechnologie végétale, on a profité de ce plasmide-là pour induire, pour éliminer cette partie régionée de tumeur et insérer d'autres gènes d'intérêt pour rendre la bactérie plus adaptative à des situations de stress. Deuxième exemple. Deuxième exemple et on finit là. Tiens. نعم أكيد. C'est le rhizobium. Le rhizobium qui est capable de fixer l'azote atmosphérique. Les ce sont des nodosités aussi, mais ce sont des nodosités finifiques par rhizobium qui est capable de fixer l'azote atmosphérique. C'est pourquoi on utilise maintenant le rhizobium comme biofertilisant, c'est-à-dire on va fertiliser le sol grâce à inoculer le rhizobium qui est un plasmide, qui possède ce plasmide-là, possède le gène de fixation de l'azote atmosphérique. Aucun être vivant n'est capable de fixer l'azote atmosphérique. Seulement des bactéries qui possèdent ce plasmide-là, qui possèdent l'enzyme de la nitrogénase. Enfin, pour terminer, il ne faut pas oublier que ces plasmides-là sont appliqués dans d'autres domaines, dans l'ingénierie génétique, la production de protéines recombinantes, la gène thérapie, génétique disease model, plasmid DNA vaccines. Donc, réellement, on l'utilise dans différents domaines. Et merci.